Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'explication pour un nouveau chapitre d'histoire qui s'intitule Les bouleversements des 15e et 16e siècles. Donc dans ce chapitre, on va étudier de très gros changements en fait dans les sociétés européennes qui ont eu lieu donc comme c'est indiqué au 15e et 16e siècle. Donc il va y avoir beaucoup de changements, encore une fois, qui vont être d'ordre culturel, religieux, et on va aussi parler des grandes découvertes. Euh, alors, on va commencer avec un grand 1, le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique. Alors, ces deux personnages-là, on les étudiera un tout petit peu plus tard. Sachez juste que c'est donc de grands dirigeants en Europe. Charles Quint, par exemple, c'est le roi d'Espagne, et c'est également un empereur dans très grand territoire, qui va en fait de l'actuelle Allemagne jusqu'aux Pays-Bas actuels. Soliman le Magnifique, lui, c'est un sultan donc qui va régner plutôt vers l'est de la mer Méditerranée, mais encore une fois, on reverra ça plus tard, en étudiant vraiment leur territoire. Euh, on va commencer en fait par donc étudier les grandes découvertes qui ont lieu au XVe siècle, mais avant ça, il faut déjà voir en fait le monde tel qu'on le connaissait à cette époque-là. Donc là, sur votre écran, s'affiche une carte du monde tel que les Européens le voyaient jusqu'à la fin du XVe siècle. Alors, c'est un peu petit, je vais zoomer un peu. Si vous regardez ici, vous voyez qu'on a ici l'Europe. Alors, évidemment, le tracé est assez imprécis, hein, mais c'est comme ça que les Européens voyaient l'Europe. Donc, on remarque ici, enfin, on trouve l'Italie, on a ici la France, l'Espagne. Ici, on a l'Afrique. Et ici, on a l'Asie. On remarque que par rapport à nos connaissances actuelles, il manque deux choses sur cette carte. Il manque donc l'Amérique, qui n'a pas encore été découverte, donc pour les Européens, elle n'existe pas, ils ne savent pas encore qu'il y a le continent américain, et il manque aussi l'Océanie, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc euh, au XVe siècle, les Européens vont chercher de nouvelles routes pour atteindre l'Asie. En Asie, c'est là qu'on peut obtenir donc de la soie, des épices et plein d'autres marchandises en fait qui sont vendues très cher en Europe et qui intéressent beaucoup les marchands européens. Euh, le problème, c'est que auparavant en fait les Européens pouvaient passer donc par l'Empire romain d'Orient, donc l'Empire byzantin qu'on a déjà étudié. Mais au XVe siècle, l'Empire byzantin est conquis donc par les Ottomans, les musulmans, et donc les Européens ne peuvent plus passer ou beaucoup plus difficilement en fait pour aller en Asie. Donc ils vont chercher de nouvelles routes. C'est à ce moment-là que donc un explorateur, donc, du nom de Christophe Colomb, va avoir une idée. Donc Christophe Colomb, je vous mets juste son portrait ici. Christophe Colomb va aller proposer donc au roi et à la reine d'Espagne une expédition. Lui, son idée, c'est d'essayer d'atteindre donc l'Asie en passant par l'Ouest. Donc pour Christophe Colomb, il serait en théorie possible, donc en partant en fait de l'Europe, de naviguer vers l'Ouest et d'atterrir de l'autre côté du globe, et donc pour lui d'atterrir en Asie. D'accord? Le roi et la reine d'Espagne vont accepter de financer son expédition, donc accepter de payer donc pour qu'il ait des bateaux et un équipage sur ces bateaux-là. Et donc Christophe Colomb va partir. Vous avez ici une illustration du port de Lisbonne. Et je ne vais pas tout afficher, mais voilà. Christophe Colomb donc va partir d'Europe en 1492 avec l'idée, encore une fois, d'atterrir donc en Asie, donc dans ce qu'on appelle à cette époque-là les Indes, donc la Chine et l'Inde, mais au lieu d'atterrir en Asie, il va découvrir donc un nouveau continent, l'Amérique. D'accord? À la suite du voyage de Christophe Colomb, il va y avoir d'autres voyages qui vont être faits par des Européens, et
petit à petit, les Européens vont découvrir l'ensemble du continent américain, puisqu'en fait, Christophe Colomb, lors de son premier voyage, a surtout découvert des îles, notamment Cuba, hein. C'est d'autres explorateurs après lui qui vont continuer en fait cette découverte, notamment Amerigo Vespucci qui va donner son nom à l'Amérique, Amerigo Amérique, et encore d'autres explorateurs, donc par exemple Magellan qui va lui réussir à faire le tour du globe. On va aussi avoir des voyages portugais, vous les avez ici, donc qui vont affiner en fait la découverte des côtes africaines et qui vont donc pouvoir passer en Inde en passant par le sud de l'Afrique. Mais on a aussi des voyages français, comme le voyage de Jacques Cartier, qui va aller donc jusqu'au Canada et donc qui va prendre possession de certains territoires pour la France. Et on a aussi des voyages anglais. D'accord? Donc, on reparlera de ça un tout petit peu plus tard, mais on sait déjà donc qu'en 1492, Christophe Colomb donc va découvrir donc un nouveau territoire qu'on va appeler le Nouveau Monde à cette époque-là, qu'on appelle donc l'Amérique. À cette époque-là, quand il découvre l'Amérique, il y a déjà des peuples qui habitent ici. D'accord? Il y a des populations donc amérindiennes, et Christophe Colomb, pensant au début qu'ils se trouvent en Asie, va les appeler les Indiens. C'est pour ça qu'on les appelle les Indiens d'Amérique, alors qu'en réalité, ils n'ont rien d'Indien. D'accord? Donc, si on regarde un peu le à retenir, à la fin du XVe siècle, les Européens souhaitent connaître de nouvelles routes maritimes pour accéder plus facilement à l'Asie et ses richesses. Donc encore une fois, en Asie, on trouvait des épices, de la soie, des métaux, etc. Des choses qui valent très cher en Europe et dont les Européens ont besoin. Le Génois, alors Génois ça veut dire qu'il est originaire de la ville de Gênes, en Italie. Christophe Colomb souhaite essayer de s'y rendre par l'océan Atlantique, donc en partant par l'ouest, et le roi et la reine d'Espagne acceptent de financer son expédition. Il part donc le 3 août 1492 avec 3 navires, et après 2 mois de voyage, il découvre les îles de Cuba et d'Hispaniola, qui sont aujourd'hui Haïti et la République dominicaine. J'ai simplifié un peu dans le à retenir, en réalité, donc c'est d'autres explorateurs qui continuent en fait à explorer ce nouveau territoire. Et donc petit à petit, ils vont découvrir le continent américain et ses habitants, que Christophe Colomb décrit comme primitifs. Alors, je fais une petite pause ici juste pour vous montrer donc un autre document qui est le journal de bord de Christophe Colomb. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc Christophe Colomb est en train de naviguer dans les Caraïbes, donc au large du continent américain, et qu'est-ce qu'il dit? Que vos Altesses, donc là il parle donc au roi et à la reine d'Espagne, veuillent croire que toutes ces terres qu'il a découvertes sont bonnes et fertiles, donc on peut y faire pousser des choses, on peut faire de l'agriculture, et que ces îles sont à elle. Donc là, ça veut dire qu'il en a pris possession pour la couronne d'Espagne. En d'autres termes, Christophe Colomb, quand il découvre ces territoires en Amérique, va dire maintenant, c'est espagnol. Je les ai découverts, donc ça appartient en fait au roi et à la reine d'Espagne. Les indigènes sont propres à être commandés à travailler, à semer, à bâtir des villes, ce qu'on leur enseigne à ce qu'on leur enseigne à aller vêtus et à prendre nos coutumes. Donc là, Christophe Colomb parle un peu des populations qu'il rencontre sur ces nouveaux territoires. Alors normalement, je vous avais prévu un document. Ça c'est pour plus tard, pardon, voilà. Donc, quand les Européens arrivent sur le continent américain, il y a déjà en fait des populations amérindiennes, mais pour les Européens, ces populations-là, donc les Indiens d'Amérique, si vous préférez, sont primitifs. Ça veut dire que les Européens vont les trouver peu évolués par rapport à eux, parce qu'ils n'ont pas les mêmes habits, ils n'ont pas la même technologie, il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas, comme par exemple les armes à feu, et donc Christophe Colomb dit au roi et à la reine d'Espagne, ces populations, on va pouvoir les faire travailler pour nous et on va pouvoir leur apprendre nos coutumes, leur apprendre à s'habiller comme nous, à parler notre langue, à apprendre notre religion, etc. Mais tout ça, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Son voyage, comme je le disais, est suivi d'autres expéditions, donc il n'y a pas que Christophe Colomb en fait qui voyage et qui va découvrir de nouveaux territoires pour les Européens. Le Portugais Vasco de Gama va découvrir en 1498 qu'il est possible de rejoindre les Indes par l'est en contournant l'Afrique par le sud, donc ça c'est ce qu'on avait vu sur la carte que je vous remets.
Voilà. Donc le voyage de Vasco de Gama, vous l'avez ici. Donc Vasco de Gama découvre qu'on peut aller donc aux Indes, donc en Inde et même en poussant un peu jusqu'en Chine, en contournant l'Afrique par le sud. Il y a encore d'autres voyages, comme Magellan, un autre Portugais, qui est le premier à réaliser un tour du monde entre 1519 et 1522, en passant par les océans Atlantique et Pacifique. Il prouve de cette façon que la Terre est bien ronde, puisque... attendez. Je vous remets... Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Donc, le voyage de Magellan, vous l'avez ici. Je vais vous enlever les autres, ça sera plus clair. Voilà. Donc, Magellan part bien donc d'Europe et il va faire tout le tour donc du globe en passant par les différents océans et il va revenir à son point de départ. Il va de cette façon-là pouvoir prouver que la Terre est bien ronde. On en avait déjà l'intuition à cette époque-là, ça avait été prouvé enfin, démontré par différents calculs, mais personne n'avait encore prouvé en fait qu'il était possible de faire vraiment le tour du globe. Bah, Magellan donc le fait entre 1519 et 1522. Donc petit à petit, au XVe siècle, les Européens découvrent de plus en plus de territoires, et comme on l'a vu avec Christophe Colomb, quand ils découvrent un nouveau territoire, les Européens vont se l'approprier. D'accord? Se l'approprier, ça veut dire qu'ils vont dire que les territoires qu'ils découvrent appartiennent maintenant à leur pays européen. Donc par exemple, si on reprend, donc pour les Portugais vont prendre ces territoires-là, d'accord? Donc tous les territoires que vous avez en violet sur la carte. Vous avez aussi les Espagnols qui, eux, donc après différents voyages, vont prendre possession d'un très très grand territoire donc en Amérique. Et petit à petit se crée ce qu'on appelle des empires coloniaux. Une colonie, c'est un territoire qui est possédé par les Européens en dehors de l'Europe, en dehors du continent européen. Petit à petit, on a des grands empires coloniaux qui vont se former comme ça, avec donc par exemple, encore une fois, l'Espagne qui possède de très très grands territoires, mais aussi les Portugais. Parenthèse, mais ça explique aussi pourquoi, par exemple, au Brésil, on parle portugais aujourd'hui. C'est parce que ça a été colonisé par les Portugais, et on le verra, les Portugais ont imposé leur langue sur ces territoires-là. De la même façon que les Espagnols ont imposé leur langue sur les territoires qu'ils ont conquis, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on parle espagnol sur ces territoires-là. Donc, si on reprend, rapidement, les Portugais et les Espagnols se constituent des empires coloniaux, ça veut dire des grands territoires dont une bonne partie est située en dehors de l'Europe, mais appartient pourtant à des pays européens. Alors pourquoi les Européens font ça? Parce qu'ils ont dans l'idée d'exploiter ces nouveaux mondes, c'est-à-dire que ces nouveaux territoires leur rapportent un certain nombre de richesses. Donc pour ça, on va regarder les documents 3, page 131 et les documents page 133 en se posant la question comment les Européens exploitent-ils les territoires américains? Alors, je vous encourage fortement à mettre la vidéo en pause et à commencer à regarder les documents par vous-même, parce que moi je vais aller assez vite, donc je vais donner des explications, mais ça serait bien que vous ayez déjà vu les documents tout seul avant ça. D'accord? Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause, allez voir les documents qui sont indiqués ici, essayez de comprendre de quoi il s'agit, et une fois que vous avez déjà fait un petit tour, vous remettez la vidéo et vous écoutez les explications. Donc, on l'a dit, les Européens découvrent de nouveaux territoires en Amérique, et donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire sur ces territoires-là? On prend la page 131, voilà, et donc on va regarder un tout petit peu en revenant donc sur le journal de bord de Christophe Colomb. Donc on a déjà dit que Christophe Colomb se dit qu'il peut faire travailler les indigènes pour lui et que les terres sont fertiles. Donc dans son idée, on peut envoyer des colons, ça veut dire des gens qui viennent d'Europe, donc là ici d'Espagne, pour venir les faire s'installer en Amérique et qu'elles aient des champs, qu'elles s'installent en fait, qu'elles commencent à faire de l'agriculture.
Et il va y avoir autre chose. Le 24 décembre 1492, Christophe Colomb raconte: des Indiens d'Amérique viennent tous les jours à sa rencontre en canoë. Un homme amena un de ses compagnons ou de ses parents, et tous deux nommèrent entre autres lieux où se trouvait de l'or de Cipango, qu'ils appelaient Cibao. Donc, Christophe Colomb remarque que les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, portent des bijoux en or, et évidemment, pour les Européens, l'or est un métal très très précieux, donc il va demander aux Indiens où est-ce qu'ils trouvent ce métal-là. Donc vous l'avez aussi ici, vous voyez, bon là c'est une représentation, évidemment ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais vous voyez donc les Amérindiens qui sont en train d'apporter des objets en or aux Européens. Donc, ce qui va se passer, c'est que sur les territoires qui ont été conquis par les Européens, donc les Européens vont exploiter ces territoires en envoyant des colons pour faire de l'agriculture. Petit à petit, ils vont aussi commencer à construire des villes là-bas, sur le modèle européen, et ils vont faire travailler les Amérindiens pour eux, globalement en les réduisant en esclavage, hein. Donc ici vous avez donc une gravure qui vous montre des Amérindiens qui sont en train de travailler dans des mines et qui apportent de l'or aux Européens. Les Européens ensuite vont expédier cet or par bateau jusqu'en Europe. D'accord ? Les Européens vont aussi imposer leur culture aux Indiens d'Amérique, aux Amérindiens, puisqu'ils vont leur imposer leur religion, ils vont les forcer à devenir chrétiens et à abandonner leur religion polythéiste, ils vont les forcer à apprendre leur langue, ils vont les forcer à s'habiller comme eux, etc., etc. Mais petit à petit, donc à force de mauvais traitements et aussi à force des maladies, puisque les Européens apportent en fait sur le continent des maladies que les Amérindiens ne connaissaient pas, et donc leur corps n'était pas habitué à se défendre contre ces maladies. Par exemple la grippe. Une grippe pour les Européens, bon, on a beaucoup de fièvre, etc., mais vu que depuis des générations, les Européens sont habitués à cette maladie, ils survivent. Les Amérindiens, par contre, eux, vont récupérer les microbes et les virus des Européens, et vont en mourir par dizaines, par milliers, etc. Et donc petit à petit, le nombre d'Indiens donc sur les territoires occupés par les Européens va énormément diminuer. À ce moment-là, les Européens se disent qu'ils n'ont plus de main-d'œuvre pour travailler dans les mines d'or ou pour travailler dans les plantations, dans les champs, etc. Et donc ils vont faire venir des esclaves africains, des esclaves qui vont aller capturer, acheter en Afrique, pour les faire travailler à la place des Amérindiens. Donc, si on regarde sur le cours, donc les Européens vont exploiter ces territoires. Je me rends compte ici que j'ai oublié de parler donc de plusieurs choses, donc je vais revenir un tout petit peu en arrière, excusez-moi. Donc, au moment où les Européens arrivent sur le territoire, donc en Amérique, ces territoires ne sont pas vides d'hommes. Il y a des populations qui y habitent. Donc, ici, vous avez une petite carte qui vous montre donc les grandes civilisations. Il y avait d'autres peuples ailleurs, hein, mais qui vous montre les grandes civilisations qui existaient au moment, donc au XVe siècle, où les Européens sont arrivés. Donc, on avait surtout les Aztèques, donc qui étaient au niveau du Mexique, et les Incas, donc le long de la cordillère des Andes. Ces peuples avaient des civilisations, mais si on regarde ici, alors c'est une reconstitution, hein, c'est une illustration qui a été faite de nos jours. Mais si on regarde un peu, on voit que ces peuples n'avaient pas d'armes à feu, par exemple, ou pas d'armure, ils se battaient surtout avec des arcs, des flèches, des lances, etc. Par contre, les Européens qui vont être envoyés là-bas pour conquérir ces territoires, on voit que technologiquement ils sont plus avancés, puisque eux ont des armures en métal qui vont évidemment les protéger largement des flèches, et ils ont aussi des armes à feu. Alors c'est pas encore tout à fait des fusils, c'est des mousquets, c'est-à-dire qu'on doit recharger souvent avec de la poudre l'arme, mais avec beaucoup moins de combattants. En fait, les conquistadors espagnols vont pouvoir très facilement détruire les empires aztèques
donc Inca, et prendre le contrôle de ces territoires-là. Donc c'est ce qui est marqué ici. Au moment où les Européens débarquent en Amérique, le continent est peuplé par les Amérindiens. Deux grands empires amérindiens dominent alors, les Incas dans les Andes et les Aztèques au Mexique. Rapidement, les Européens partent à la conquête de ces deux empires, donc ils vont les attaquer pour prendre leur territoire. Les conquistadors, donc c'est un mot espagnol pour dire les conquérants, qui sont avantagés par leur armement bien supérieur à ceux des Amérindiens, sont très vite victorieux. En résumé, les Européens, les conquistadors ont des armes à feu, chose que n'ont pas les Aztèques et les Incas, et donc ils vont très rapidement perdre les guerres et perdre leur territoire face aux Européens. À partir de 1494, les Européens et les Portugais se partagent les terres découvertes et imposent la religion catholique au continent américain. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Les Européens vont imposer leur religion, ils vont forcer les Amérindiens à devenir chrétiens catholiques. Ils vont aussi donc se partager petit à petit ces territoires et, donc, comme on l'a dit, se constituer de grands empires coloniaux, donc récupérer beaucoup de territoires en dehors de l'Europe. D'accord ? Des colons européens donc, vont venir s'installer sur ces territoires. Un colon, c'est quelqu'un qui vient d'Europe et qui va aller s'installer pour aller vivre définitivement sur donc, les territoires américains. Donc un colon, c'est une personne qui vient s'installer sur des nouvelles terres. Ils vont créer des plantations, c'est-à-dire des très grandes exploitations avec beaucoup de champs où ils vont récolter des aliments. L'idée c'est de s'en nourrir, mais aussi d'envoyer ces aliments par bateau jusqu'en Europe. D'accord ? La plupart du temps dans ces plantations, c'est des esclaves qui vont travailler. Ils vont aussi exploiter des mines d'or et d'argent en réduisant les Amérindiens en esclavage. Donc là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure donc sur le document. Les Indiens sont obligés d'aller travailler donc dans les mines d'or et d'argent et sont considérés comme des esclaves par les Européens. Donc la plupart du temps, ils travaillent jusqu'à l'épuisement. Rapidement, cependant, ces populations donc, vont chuter, donc il va y avoir de moins en moins d'Indiens à cause des mauvais traitements et des maladies européennes. Donc, comme je vous ai dit, les Européens amènent avec eux des microbes, des bactéries, etc., auxquels ne sont pas habitués en fait les Amérindiens. Et donc les maladies vont les faire mourir par dizaines de milliers. Petit à petit, donc ils vont être de moins en moins nombreux, ils vont même disparaître totalement de certaines régions. À ce moment-là, les Européens se rendent compte qu'ils n'ont plus d'esclaves pour travailler dans leurs plantations, donc sur leurs champs, qu'ils n'ont plus d'esclaves pour travailler dans les mines d'or et les mines d'argent, donc ils vont commencer à faire venir des esclaves africains, donc par bateau. Par la suite, le commerce se développe entre l'Amérique et l'Europe, puisque l'Amérique envoie beaucoup de marchandises, donc comme je l'ai dit, ils envoient de l'or, ils envoient d'autres métaux comme l'argent, ils vont aussi envoyer donc de la nourriture, et les richesses exploitées sont expédiées vers les ports européens. Ce qui fait que, avec tout ça, les pays européens qui ont des colonies en Amérique vont énormément s'enrichir. À cette époque-là, notamment, l'Espagne va récupérer énormément d'or et donc devenir beaucoup plus riche. On arrive au grand C. Encore une fois, je répète ce que je dis à chaque vidéo, mais pensez à faire des pauses. N'essayez pas de... Moi, je fais tout d'un coup parce que c'est plus pratique pour moi, mais vous, n'oubliez pas, vous avez la plupart du temps entre 7 jours et 10 jours pour travailler la leçon, donc organisez-vous, et allez-y petit à petit. Là, par exemple, c'est le bon moment pour faire une pause. Vous avez déjà vu pas mal de choses, vous faites une pause. La fois prochaine, vous remettez la vidéo à l'endroit où vous l'avez laissée, vous relisez en fait ce que vous avez déjà fait, le grand 1, et vous continuez après en vous étant assuré que vous avez bien compris. Là, je continue. Grand C, la Méditerranée, espace d'affrontement entre Charles Quint et Soliman le Magnifique. Alors, on va expliquer, je vous l'ai un tout petit peu dit en introduction, mais on va expliquer plus largement qui sont Charles Quint et Soliman le Magnifique et pourquoi est-ce qu'ils vont donc faire la guerre. Donc, on va regarder page 134-135. Voilà. Donc là, ici, on a une carte de l'Europe, et on a en jaune
les territoires qui sont possédés par Charles Quint. Donc Charles Quint, c'est le roi d'Espagne et l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire romain germanique, c'est les territoires qu'on a entre les traits rouges sur la carte ici, donc qui correspondent à une grande région qui va des Pays-Bas actuels, donc jusqu'au nord de l'Italie, en passant par l'actuelle Allemagne. On voit aussi que il a des territoires donc ici, donc au sud de l'Italie. De l'autre côté, on a Soliman le Magnifique, qui est lui l'empereur ottoman. D'accord ? On voit que lui, il a aussi un immense territoire qui s'étend donc au nord de l'Afrique, jusqu'ici en actuelle Turquie, en passant donc ici aussi par des territoires donc qui se trouvent autour de la mer Méditerranée. Ces deux empires, ils vont être rivaux parce qu'ils vont chercher chacun à avoir le contrôle de la mer Méditerranée. Pourquoi ? Parce que même si beaucoup de commerce se fait maintenant par l'océan Atlantique jusqu'en Amérique, la mer Méditerranée reste un espace commercial très important, il y a beaucoup de bateaux qui passent, et donc les deux empereurs cherchent à avoir le contrôle sur les routes, en fait, sur les routes de la mer Méditerranée. Donc, les deux, Charles Quint et donc Soliman le Magnifique, l'empereur ottoman, vont s'opposer, vont se faire la guerre pour essayer de contrôler un maximum de ports en mer Méditerranée. Donc vous voyez ici qu'ils se font la guerre. On a en bleu les victoires ottomanes et en orange les défaites donc ottomanes. Ce qui va se passer, c'est que petit à petit, c'est Soliman le Magnifique qui va étendre son influence en mer Méditerranée. Comment ? Puisque il va bénéficier en fait du soutien du royaume de France. Alors, à cette époque-là, en France, on a un roi qui s'appelle François Ier, et si on regarde un peu, il n'est pas dans une position très facile, puisque à l'ouest, il y a le royaume d'Espagne qui est la propriété donc de Charles Quint, et à l'est il y a le Saint-Empire romain germanique qui lui aussi est dominé par Charles Quint. Donc si vous voulez, le royaume de France est un peu pris en étau entre ces deux territoires-là. Donc le roi de France va chercher en fait à affaiblir au maximum Charles Quint, et pour ça, il va aider son ennemi. Il va se dire, je vais chercher à aider au maximum Soliman le Magnifique de façon à affaiblir en fait Charles Quint, qui encore une fois encercle mon territoire. Donc François Ier va l'aider, va aider en fait Soliman le Magnifique à éteindre son influence, et les Ottomans vont aussi être aidés par des pirates en fait qu'on appelle les barbaresques, qui sont basés ici donc en Afrique du Nord, et ces pirates vont attaquer les bateaux de Charles Quint, et donc petit à petit c'est l'empereur ottoman qui devient de plus en plus important en mer Méditerranée. Donc si on regarde ici le à retenir, au XVIe siècle, la Méditerranée est un espace très important, c'est en effet par là que passent les principaux échanges commerciaux qui enrichissent l'Europe, si on accepte ce qui arrive donc de l'Amérique. Deux puissants souverains s'affrontent pour la domination de la Méditerranée, donc Charles Quint, on l'a vu, roi d'Espagne, empereur du Saint-Empire romain germanique, qui va des Pays-Bas à l'Italie en passant par l'Allemagne, et Soliman le Magnifique, qui est le sultan turc de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman s'étend tout autour de l'est de la mer Méditerranée et de la mer Noire, donc c'est un immense territoire. Progressivement, donc peu à peu, Soliman étend son influence en mer Méditerranée, aidé par le roi de France François Ier, qui encore une fois lui cherche à affaiblir donc Charles Quint, parce que le royaume de France est encerclé entre guillemets par donc d'un côté l'Espagne et de l'autre côté le Saint-Empire romain germanique. Donc au maximum, François Ier cherche à affaiblir Charles Quint. Soliman est aussi aidé par les barbaresques, qui sont des pirates basés en Afrique du Nord, et donc qui vont attaquer les bateaux de Charles Quint. Donc petit à petit, Charles Quint va perdre de l'influence, perdre pas mal de possessions donc, autour de la mer Méditerranée, et c'est Soliman le Magnifique qui va dominer la mer Méditerranée. On arrive au grand 2, humanisme, réforme et conflits religieux, donc au XVIe siècle. Donc là, on va plutôt parler en fait des bouleversements, des changements
culturels et sociétaux donc en Europe au XVIe siècle. On va commencer avec un grand A, humanisme, renaissance artistique et essor des sciences. Pour ça, on va prendre les documents pages 148 et 149. Normalement, en cours, on aurait fait les questions à l'oral, mais là, je vous invite à mettre la vidéo en pause et donc à faire les questions, vous, au brouillon. Donc ces questions-là, vous pouvez encore une fois mettre la vidéo en pause, prendre une feuille de brouillon et répondre aux questions. Et une fois que vous avez fait ce travail, vous relancez la vidéo et vous écoutez les explications. Donc encore une fois, je considère que c'est fait, que vous avez fait le travail. Alors, déjà, on va parler donc d'une nouvelle façon de penser qui émerge donc au XVe et XVIe siècle, qui est l'humanisme. D'accord? Donc on va étudier un exemple ici. Donc ici, on a un texte qui est écrit par un auteur qui s'appelle Rabelais, qui est un savant et un humaniste français. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là, c'est un extrait donc d'un de ses livres qui s'appelle Pantagruel. Donc, là, c'est un père qui parle à son fils. Je veux que tu apprennes parfaitement les langues. Premièrement le grec, deuxièmement le latin, puis l'hébreu pour l'écriture sainte, donc pour la Bible, et l'arabe pour la même raison. Qu'il n'y ait pas d'études scientifiques que tu ne gardes dans ta mémoire. Géométrie, arithmétique, donc les maths, et musique, je t'en ai donné le goût quand tu étais encore jeune, continue à apprendre tout ça. De l'astronomie apprends toutes les règles, puis relis soigneusement les livres des médecins grecs, arabes et latins, et par de fréquentes dissections. Donc dissection, c'est ouvrir un cadavre pour voir en fait comment fonctionne le corps de l'animal ou de l'homme, acquiert une connaissance parfaite de l'autre monde qui est l'homme. Alors, au final, que dit ce père à son fils? Il lui dit de tout apprendre, de s'intéresser à tout, d'apprendre toutes les langues possibles, d'apprendre toutes les matières, donc la musique, l'art, donc les mathématiques, d'apprendre aussi l'astronomie, donc l'étude des astres, des planètes, etc. Donc, les humanistes, c'est avant tout des personnes qui ont le goût de la connaissance. Pourquoi on les appelle les humanistes? Parce que, et ça c'est nouveau à cette époque-là, ils placent l'humain au centre de leur réflexion. Au Moyen-Âge, ce qui était au centre de la réflexion, et ce qui venait en premier donc dans les réflexions humaines, c'était Dieu. La religion avait une place très très importante. Là, ce qui est nouveau avec les humanistes, c'est que, alors ils sont toujours croyants, hein, mais ils pensent en fait que les humains peuvent devenir meilleurs par la connaissance, et petit à petit, ils vont commencer à accorder plus d'importance à ce qui peut être prouvé, donc à la science, qu'à la religion. Et donc ça, c'est nouveau. Ça va amener beaucoup de découvertes, donc notamment dans le domaine de l'astronomie, dans le domaine de la médecine, et dans encore d'autres domaines, dans le domaine mathématique, etc. etc. D'accord? Donc, je répète, ça c'est les humanistes, donc des personnes qui considèrent que les êtres humains peuvent devenir meilleurs par la connaissance. Donc là, vous avez des gens qui sont en train d'apprendre, donc en étudiant toutes les matières, encore une fois. Et ça va permettre de nombreuses découvertes importantes à cette époque-là. Les idées des humanistes et le savoir des humanistes va aussi se diffuser beaucoup plus rapidement donc à partir du XVe siècle grâce à l'invention de l'imprimerie. Alors, il faut se rappeler en fait que au Moyen-Âge, la seule façon d'avoir des livres, on en avait un tout petit peu parlé en cours, c'était d'avoir des livres copiés. Donc on avait des moines, donc qui s'appelaient les moines copistes, qui recopiaient intégralement des livres. Et donc ça coûtait très très cher et il n'y en avait pas beaucoup. La seule façon en fait, encore une fois, d'avoir un livre, c'était de le faire copier par un moine qui allait passer des heures et des heures et des heures à recopier entièrement le livre à la main. Au XVe siècle, donc on a un Allemand, Gutenberg, qui va inventer
un nouveau procédé qui va permettre de copier des livres beaucoup plus rapidement. Ce procédé, c'est l'imprimerie, d'accord, qui apparaît encore une fois au milieu du XVe siècle. Alors très rapidement, comment ça fonctionne? On va utiliser des petits caractères en métal qu'on va placer sur des planches qui vont les retenir. On va placer ensuite de l'encre par-dessus, et donc là, voilà, je cherchais, mais c'était ici. Donc vous voyez là une personne qui met en fait de l'encre sur donc les planches. Donc encore une fois, on a placé des petits caractères qui forment des mots, et on peut changer à chaque fois les mots pour faire différentes pages. Ensuite, on met de l'encre dessus, et on va presser ces plaques sur des feuilles de papier, et ça va imprimer. On imprime plusieurs feuilles comme ça, on va imprimer par exemple, je sais pas, 100 fois la page 1, puis 100 fois la page 2, puis 100 fois la page 3, et à la fin on assemble des livres, et donc on a des livres en beaucoup plus grande quantité, et donc le prix des livres va aussi pouvoir baisser. Donc le savoir va être accessible à un nombre de personnes beaucoup plus important. Donc, on regarde un peu donc à retenir. Au XVe et XVIe siècle, un nouveau courant de pensée, donc une nouvelle façon de penser se développe, l'humanisme. Les hommes qui adoptent cette nouvelle façon de penser sont appelés les humanistes, avec un T, et ils ont le goût de la connaissance. Ils vont étudier les textes de l'Antiquité et vont s'intéresser à toutes les matières, encore une fois, à l'art, à la littérature, aux sciences, donc aux mathématiques, à la médecine, à l'astronomie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ils vont commencer à accorder plus d'importance au raisonnement scientifique, donc à ce qui peut être prouvé, qu'aux conceptions religieuses. Ça, c'est nouveau, et d'ailleurs, ça va poser des problèmes à cette époque-là, puisque, évidemment, l'Église ne va pas être d'accord, et va chercher à condamner beaucoup de personnes qui font passer donc la science avant la religion. Néanmoins, grâce à cette nouvelle façon de penser, ils vont faire d'importantes découvertes. Par exemple, Galilée va prouver que la Terre tourne autour du Soleil, alors qu'avant on pensait que c'était le contraire. On pensait que, vu que Dieu était censé avoir créé la Terre, le Soleil devait tourner autour. Galilée va prouver que non, en fait, contrairement à ce que disait l'Église depuis très longtemps, c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et pas le contraire. La médecine va aussi beaucoup progresser. Alors, l'Église interdit le fait de disséquer des cadavres, donc d'ouvrir en fait le corps d'un mort pour voir comment fonctionne le corps humain, mais certains humanistes vont passer outre en fait cette interdiction, ne pas respecter cette interdiction de l'Église, et quand même ouvrir des cadavres, et c'est comme ça que petit à petit ils vont comprendre la circulation du sang par exemple, ou le rôle de certains organes dans le corps. Donc petit à petit la médecine va progresser, beaucoup plus vite en tout cas qu'au Moyen-Âge. Donc comme je vous le disais, ils placent l'homme au centre de leur réflexion, c'est-à-dire que l'humain pour eux est le plus important, et non plus la religion. Ils pensent que celui-ci peut devenir meilleur grâce à la connaissance. Okay, donc, si je résume tout ça, l'humanisme c'est une nouvelle façon de penser qui se développe à cette époque-là. Donc c'est porté par des personnes qui cherchent à tout connaître, qui s'intéressent à tout, et grâce à ces personnes-là, grâce aux humanistes, on va avoir beaucoup de nouvelles découvertes très importantes au XVe siècle. Les idées et le savoir des humanistes se diffusent grâce à l'imprimerie, donc qui est une invention qui est découverte, inventée par Gutenberg au milieu du XVe siècle. Pourquoi? Puisque l'imprimerie permet de fabriquer un nombre beaucoup plus important de livres et de réduire leur prix, donc de plus en plus de personnes peuvent acheter des livres, peuvent s'instruire et apprendre de nouvelles choses. Dans le même temps, on va aussi avoir un renouveau de l'art très important. Alors, là, on va observer donc quelques exemples. Alors, attendez, je cherche. Donc on va par exemple prendre cela. Donc au XVe siècle, il va y avoir beaucoup de changements dans la façon de pratiquer l'art. L'art au Moyen-Âge n'avait pas pour but d'être réaliste. Donc, vous le savez, on a déjà vu en cours des exemples donc d'art pratiqué au Moyen-Âge.
Donc ici, je vous présente à gauche un exemple d'art du Moyen-Âge. Donc ici, on a la Vierge et l'Enfant en majesté qui date du XIIIe siècle. Donc si on regarde, on voit que les visages ne sont pas forcément très détaillés et qu'on n'a pas de perspective, c'est-à-dire que tous les personnages ont l'air d'être sur le même plan. On ne sait pas vraiment qui est devant ou derrière. D'accord? Euh, donc, à partir donc, du XVe siècle, on va avoir un changement dans l'art européen. Et donc là, vous avez un exemple donc d'art de la Renaissance où on remarque que les visages sont beaucoup plus détaillés, on a une idée de perspective, on sait ce qui est devant et ce qui est derrière, et il y a une volonté en fait de réalisme. Si vous regardez comment on a représenté les vêtements avec presque de la transparence, les plis, etc. Donc l'art se transforme à cette époque-là avec notamment une idée de représenter les portraits de façon très réaliste. On va également donc chercher à, je cherche mon document, excusez-moi, à mieux représenter, donc comme je l'ai dit, la perspective. Donc là, vous avez un autre exemple, et vous voyez qu'ici, on voit clairement, donc maintenant, donc, qui se situe devant et qui se situe derrière. Ce nouveau mouvement artistique, donc cette nouvelle façon de pratiquer l'art, on va l'appeler la Renaissance. La Renaissance donc prend ses racines en Italie, donc vous avez ici en rose le foyer de la Renaissance italienne, donc c'est l'endroit où ça apparaît, et petit à petit, cette nouvelle façon, encore une fois, de pratiquer l'art va se développer, oui, se diffuser petit à petit, donc ailleurs en Europe, donc jusqu'à Paris, jusqu'en Espagne et même ailleurs. D'accord? Alors comment est-ce que ce nouvel art se diffuse? Surtout par le voyage des artistes. Donc les artistes à cette époque-là voyageaient beaucoup pour apprendre, et petit à petit, donc les artistes européens vont voir ce que font donc les artistes italiens et vont commencer à faire la même chose. D'accord? Je vous montre juste d'autres exemples. Donc ici on a une sculpture donc, qui a été faite par Michel-Ange, et si on regarde, même chose, on voit que en sculpture comme en peinture, donc les artistes de la Renaissance s'attachent plus à représenter donc leur sujet de façon réaliste. Alors je ne sais pas si ça se voit bien, mais là vous voyez qu'on voit donc aux articulations en fait du sujet. Donc encore une fois, une idée d'aller vers plus de réalisme, plus de perspective, et quelque chose que j'ai pas mentionné, mais les artistes de la Renaissance s'inspirent aussi, beaucoup de l'Antiquité. Ils vont reprendre beaucoup de sujets antiques, même s'il y a encore beaucoup de sujets religieux, ils vont beaucoup s'intéresser donc à ce qui vient de l'Antiquité. On le voit aussi à travers cette peinture. Il y a également à la Renaissance un changement au niveau donc de l'architecture, avec notamment beaucoup plus de symétrie. Donc, au même moment, l'art connaît un renouveau très important, les artistes redécouvrent l'art de l'Antiquité et travaillent sur le portrait, la perspective. Donc encore une fois, la perspective, c'est représenter donc la profondeur, qu'on sache ce qu'il y a au premier plan, ce qu'il y a au deuxième plan et à l'arrière-plan, et ils vont s'attacher à avoir des représentations plus réalistes de leur sujet. Ça, c'est ce qu'on appelle la Renaissance. Parti d'Italie, ce mouvement, donc cette nouvelle façon de pratiquer de l'art, s'étend rapidement à toute l'Europe entre le XVe et le XVIe siècle. D'accord? Et en dessous, vous avez la définition d'un humaniste, mais j'en ai déjà parlé. Pareil, n'hésitez pas à faire des pauses et à revenir demain ou après-demain en ayant relu ce qu'il y a avant, n'essayez pas de tout faire d'un seul coup, mais on arrive au grand B, réforme et conflits religieux. Pour ça, on va prendre les documents pages 152-153, donc toujours pareil. Je vous demande de faire le travail de votre côté en prenant une feuille de brouillon. Moi, je vais faire comme si vous l'aviez fait, donc je vais vous donner les explications, mais
N'oubliez pas, vous faites ces questions-là au brouillon d'abord, ça vous prendra vraiment pas longtemps, vous avez que 3 questions, et une fois que vous avez répondu à ces questions, là, vous relancez la vidéo et vous écoutez donc les explications. Alors, ce qu'on va étudier maintenant, c'est donc la séparation de différentes branches de la religion chrétienne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au début du XVIe siècle, l'Église catholique est très très critiquée. Pourquoi? Puisque beaucoup de personnes accusent les curés, donc les prêtres, si vous voulez, d'être ignorants, de pas vraiment bien connaître la religion. Et on va aussi accuser l'Église, donc là plus au sens de la hiérarchie, de surtout accorder de l'importance à la richesse, de chercher à s'enrichir. Alors pourquoi autant de critiques par rapport à la richesse donc des catholiques? Puisque à cette époque-là, on vend ce qu'on appelle des indulgences. Le mot est marqué ici. En d'autres termes, les catholiques proposaient aux chrétiens de racheter leurs péchés. Donc un péché dans la religion, c'est quelque chose qu'on fait de mal, en fait, qui risque de nous envoyer en enfer. Et les catholiques proposaient, bah, vous avez péché, vous avez fait quelque chose de mal du point de vue de la religion, si vous nous donnez une certaine somme d'argent, vous serez pardonné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les indulgences. Et de plus en plus de personnes en Europe vont critiquer ça, vont dire bah non, c'est pas acceptable en fait que on pardonne les péchés en échange d'argent. Le pape, donc le chef de la religion chrétienne catholique, cherche surtout à s'enrichir, accorde trop d'importance donc à l'argent. Et en 1520, on va avoir donc une rupture, donc une séparation de la part d'un moine allemand qui s'appelle Martin Luther. Attention, pas Martin Luther King. Martin Luther King, c'est des siècles après. Là, c'est Martin Luther. Martin Luther, encore une fois, c'est un moine allemand qui va donc énormément critiquer l'Église jusqu'à être excommunié par le pape. Excommunié, ça veut dire que le pape l'exclut de la religion chrétienne catholique. Euh, il l'exclut parce que, encore une fois, Martin Luther a énormément critiqué le pape, la religion catholique, en disant justement que ce n'était pas normal de vendre des indulgences. Petit à petit, Martin Luther va développer sa propre religion, pour faire clair, sa propre idée de la religion chrétienne. D'accord? Alors, attention parce que la religion, donc, qui s'appelle le protestantisme de Martin Luther, fait bien partie de la religion, enfin, est bien une religion chrétienne. Seulement à partir de maintenant, il va y avoir 3 branches de la religion chrétienne. Il va y avoir les chrétiens catholiques, qui écoutent donc le pape, les chrétiens orthodoxes, dont on a déjà parlé dans un précédent chapitre, et maintenant les chrétiens protestants. Toutes ces branches-là de la religion chrétienne ont au fond les mêmes croyances, c'est-à-dire ils respectent ce qu'il y a dans la Bible des chrétiens, ils croient en Dieu, ils croient en Jésus, etc. Seulement les pratiques de leur religion, la façon de pratiquer leur religion va être différente. Alors Martin Luther, il dit quoi? Alors évidemment, vu qu'il critiquait énormément ça, il n'autorise pas la vente des indulgences. Il va dire aussi, donc à ceux qui vont suivre sa religion protestante, qu'il ne faut pas écouter le pape, qu'à partir de maintenant, donc l'autorité du pape n'est plus reconnue. Il va aussi y avoir d'autres différences. Donc par exemple, chez les chrétiens catholiques, donc ceux qui écoutent le pape, les prêtres n'ont pas le droit de se marier. Chez les protestants, on va avoir à la place des prêtres des pasteurs qui, eux, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Une autre différence très importante, c'est que chez les catholiques, la Bible va être écrite en latin. Euh, Luther critique ça, puisque à cette époque-là, le latin n'est quasiment plus parlé par personne, à part les prêtres qui l'ont appris pendant leurs études, mais la plupart des gens ne comprennent pas le latin. Donc Luther dit, bah, quand les catholiques font la messe, en fait, il n'y a que le prêtre qui comprend ce qu'il dit. Les autres croyants, en fait, se contentent d'écouter sans comprendre le sens de la messe. Donc lui, il fait traduire la Bible en allemand, et dans toutes les langues en fait où il va y avoir des protestants, la Bible est dans la langue des gens qui la lisent, pour qu'ils puissent la comprendre.
D'accord? Il y a aussi d'autres différences, notamment le nombre de sacrements, c'est-à-dire que là où un sacrement pour les chrétiens, c'est un moment important de la vie du croyant qui doit se passer à l'église. Par exemple, pour les catholiques, il y en a 7, hein, mais je vous en citais juste quelques-uns. Le baptême, donc le moment où on devient chrétien, donc c'est souvent fait quand on est bébé. Il y a aussi le mariage, donc pour les chrétiens catholiques. Il y a aussi donc la communion, et encore d'autres sacrements. Les protestants vont réduire le nombre de sacrements à seulement deux, le baptême, donc le moment en fait où on devient chrétien, et la communion, qui est le moment souvent à la fin de la messe, où donc on donne une hostie, donc un pain une sorte de petit pain en fait sans levure, aux croyants en mémoire en fait, d'après leur croyance, du sacrifice de Jésus-Christ. D'accord? Donc encore une fois, ça a l'air assez complexe, mais en fait ce que j'essaye de vous montrer, c'est que euh, il y a donc au XVIe siècle une séparation des chrétiens. Donc, au début du XVIe siècle, l'Église catholique est très critiquée. Beaucoup accusent les curés, donc les prêtres, d'être ignorants. Ça veut dire en fait de pas bien connaître la religion, de pas bien l'expliquer. Et beaucoup aussi accusent l'Église catholique de chercher à s'enrichir par la vente des indulgences. Qu'est-ce que ça veut dire? Contre paiement, l'Église pardonnait les péchés. Encore une fois, les péchés, c'est une faute que vous avez commis par rapport à la religion, et à cause de ça, vous pouvez être envoyé en enfer lorsque vous mourrez. Donc encore une fois, les chrétiens catholiques disaient, si vous avez fait des péchés, si vous avez commis des fautes par rapport à la religion, vous pouvez venir à l'église, et en échange d'un paiement, vous serez pardonné de vos péchés. Donc ça, c'est très très critiqué. Beaucoup pensent que l'église catholique s'intéresse surtout à l'argent. En 1520, le moine allemand Luther rompt, ça veut dire se sépare de l'Église catholique, et crée l'Église luthérienne, qu'on appelle aussi l'Église protestante. Les différences sont les suivantes. Donc là, vous avez un tableau qui vous montre en fait les différences entre Église catholique et Église protestante. D'accord? Alors, je réinsiste quand même sur quelque chose de très important, c'est que les catholiques et les protestants sont des chrétiens. Les deux sont chrétiens. Catholiques et protestants, c'est juste deux branches du christianisme, deux façons d'être chrétien, si vous voulez. Et encore, je n'ai pas rajouté, mais il y en a une troisième qui est donc l'Église orthodoxe. Celle-là, on l'avait déjà étudiée au début de l'année. D'accord? Donc, ils ont les mêmes croyances, ils sont chrétiens, ils croient en ce qu'a dit Jésus, ils croient donc en ce qui a marqué dans la Bible, seulement la façon de pratiquer la religion est différente. Ok? Je sais que je répète beaucoup, mais ça, c'est très important. Donc les différences entre catholiques et protestants, c'est quoi? Donc chez les catholiques, on a des prêtres qui sont célibataires. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de se marier, ils n'ont pas le droit d'avoir d'enfants. Chez les protestants, on a des prêtres qui s'appellent des pasteurs, qui eux ont le droit de se marier, d'avoir des enfants. Quelque chose dont j'ai pas parlé, c'est que les catholiques donc peuvent prier les saints. Les saints, c'est des personnes pour les catholiques qui sont des personnages très importants dans la religion. C'est des êtres humains en fait qui pour eux ont eu une vie tellement parfaite du point de vue de la religion qu'ils se sont tellement rapprochés de Dieu, si vous voulez, d'après leur croyance, qu'on peut les prier, on peut leur demander des choses par la prière. Pour les protestants, ça, non, ça n'existe pas, on ne prie pas les saints, on prie seulement Jésus et Dieu, et c'est tout. Voilà, donc c'est encore une autre différence. L'organisation de la religion, donc chez les catholiques, on a une hiérarchie qui est très claire. Donc on a le pape, donc l'évêque de Rome, qui est lui vraiment le chef de la religion. En dessous du pape, on a, bon, les cardinaux, je ne les ai pas marqués, mais en dessous, on a les évêques. Donc les évêques, c'est les chefs de régions entières qui vont diriger les prêtres. En dessous, on peut avoir donc les prêtres, les curés, les abbés et les moines. Donc vraiment une hiérarchie assez stricte. Chez les protestants, on refuse l'autorité du pape, donc ça veut dire on n'écoute plus ce que le pape dit, les prêtres sont remplacés par des pasteurs, et il n'y a pas d'autre hiérarchie que ça.
Chez les catholiques, donc, on a 7 sacrements, donc encore une fois, 7 moments importants du point de vue de la religion où il faut aller à l'église, mais chez les protestants, il y en a seulement 2, le baptême, le moment où on devient chrétien, et la communion, qui est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc le moment où donc le croyant va recevoir une hostie, donc qui est un pain sans levure. Euh, la Bible chez les catholiques est en latin, chose qui est très critiquée par les protestants, parce que comme je vous l'ai dit, il y a plus grand monde qui le parle à cette époque-là, et donc pour les protestants, la Bible est en allemand ou dans la langue parlée par le peuple, pour que tout le monde puisse la comprendre et éventuellement la lire aussi chez lui. À la suite de Martin Luther, d'autres réformateurs comme le français Jean Calvin et Henri VIII d'Angleterre rompent avec le pape et fondent d'autres églises protestantes. Donc là, ça se complexifie un peu. Cette phrase-là, elle signifie que après Jean Calvin, il va y avoir encore d'autres personnes qui vont créer d'autres églises protestantes, avec encore une fois d'autres petites différences. D'accord? Donc, on va avoir l'apparition de l'église calviniste, c'est ceux qui vont écouter donc le français Jean Calvin, donc qui lui va aussi créer une branche de la religion chrétienne, et l'église anglicane, qui est donc l'église créée par Henri VIII d'Angleterre. Donc, c'est pas trop la peine de rentrer dans les détails, sachez simplement que c'est d'autres protestants, mais qui ont encore d'autres règles que celles qu'on a vues là avec Luther. C'est toujours des chrétiens, ils vont toujours croire en la religion chrétienne, mais ils vont avoir encore d'autres différences. Bon, on rentre pas dans les détails, c'est juste pour que vous sachiez donc qu'il y a différents types de protestants. Au XVIe siècle, l'Église chrétienne est donc divisée entre l'Église catholique, restée fidèle au pape, et les différentes églises protestantes, et en plus de ça, mais ça, comme je vous l'ai déjà dit, il y a aussi les orthodoxes, donc notamment en Europe de l'Est. Comment réagit l'Église catholique? Donc, l'Église catholique, elle est très critiquée, il y a des gens qui se séparent d'elle et qui vont créer donc d'autres églises protestantes. Comment est-ce que l'Église va réagir? On prend le document 2, page 156. Alors, l'Église va se réunir, donc les chefs de l'Église catholique vont se réunir pendant un concile, donc un concile c'est une grosse réunion religieuse, hein, à Trente. Trente c'est juste la ville en Italie où se réunit donc ce concile. Donc ici on a les décrets, donc ce qu'a décidé le concile de Trente en 1563. Alors l'Église chrétienne, elle décide quoi? Que personne, se fiant à son propre jugement, n'ait l'audace d'interpréter lui-même l'Écriture contrairement au sens qu'a donné la Sainte Mère l'Église. Donc là, les catholiques disent la Bible, elle ne doit pas être lue directement par les croyants, parce que peut-être qu'ils vont mal la comprendre. Pour les catholiques, en fait, c'est le prêtre qui doit lire la Bible et l'expliquer. D'accord? Les œuvres contribuent à aider le chrétien à atteindre le paradis. Donc, les dons, y compris en argent, ça aide à atteindre le paradis. Donc l'Église dit, bah, la vente des indulgences, par exemple, le fait de faire des dons pour se faire pardonner ses péchés, c'est pas une mauvaise chose pour nous. L'Église catholique, encore une fois, a introduit des cérémonies, des ornements pour rendre les esprits des fidèles sensibles à la contemplation des choses divines cachées dans la messe. Donc là, c'est pareil, ils disent on ne change pas nos 7 sacrements, on ne va pas réduire le nombre des sacrements, on continue comme avant. Les évêques doivent être irréprochables, comme il est convenable à des ministres de Dieu. Donc là, par contre, ils disent, les curés, les évêques, ceux qui travaillent pour l'Église, ils doivent bien connaître la religion, bien l'expliquer et se comporter correctement. Donc, bon, et les enfants doivent suivre un enseignement religieux, le catéchisme. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est finalement qu'en fait, l'Église catholique va réaffirmer ses principes. En clair, elle va dire, bah, on ne change pas, on change rien, notre religion est bien comme elle est, les protestants se trompent, nous ne changerons pas, on va rester donc avec des prêtres qui doivent être célibataires, avec une messe et une Bible en latin, etc., etc. D'accord? Donc, face aux critiques, l'Église catholique réagit en réaffirmant ses principes pendant le concile, donc la réunion religieuse de Trente. Trente, encore une fois, c'est le nom de la ville où cette religion a lieu. Ça veut dire en gros que l'Église catholique ne change pas.
Elle réaffirme en fait ces principes en disant que bah oui, elle a raison, que les protestants se trompent et qu'il ne va pas y avoir de modification en fait de la religion catholique. Ces divisions religieuses en Europe vont rapidement amener à des guerres entre les catholiques et les protestants, comme par exemple la guerre de 30 ans entre les États catholiques et protestants du Saint-Empire entre 1618 et 1648. Donc là, il me semble que vous avez... Voilà. Alors c'est pas vraiment ça que je cherchais. Non, vous n'avez pas de carte, pardon, je cherche. Non, bon, c'est pas très grave. Donc sachez simplement que suite à ces divisions en fait entre catholiques et protestants, il va y avoir donc plusieurs guerres donc en Europe, des guerres de religion hein, par rapport à ça entre les catholiques et les protestants, notamment la guerre de 30 ans. Après cette date, donc après 1648, petit à petit ces guerres vont cesser et l'Europe de l'Ouest va se partager en fait entre des pays qui sont catholiques et des pays qui sont protestants, avec très très peu de tolérance religieuse. C'est-à-dire que les pays qui sont catholiques n'acceptent pas les protestants, les pays qui sont protestants n'acceptent pas les catholiques. Avec une exception, un pays qui est un peu à part, c'est le Royaume de France, puisque c'est un État catholique, mais qui va accepter, qui va tolérer une minorité de protestants et les laisser pratiquer leur religion. Jusqu'à une certaine date, mais on en reparlera. D'accord ? En conclusion, entre le XVIe et le XVIIe siècle, les changements ont été nombreux en Europe de l'Ouest. Bouleversements artistiques, avec la Renaissance, donc des changements dans l'art, on en a parlé. Bouleversements scientifiques, donc des grands changements dans la science, notamment sous l'impulsion des humanistes, donc ces personnes qui cherchent à savoir le plus de choses possible et qui vont commencer à accorder plus d'importance à ce qui peut être prouvé, à la science, qu'à la religion, et donc il va y avoir beaucoup de nouvelles découvertes. Des changements religieux, avec la séparation donc des protestants et des catholiques, et les grandes découvertes, donc notamment la découverte du continent américain et la mise en place des premiers empires coloniaux. Ces événements ont amené une nouvelle façon de penser et un nouveau rapport au monde, c'est-à-dire que petit à petit, on est en train de sortir du Moyen-Âge et d'aller vers une nouvelle époque, puisque la façon de vivre et la façon de penser des gens a changé à la suite de tous ces bouleversements. Voilà. Eh bien, comme d'habitude, j'espère avoir été clair, vous avoir aidé à comprendre ce chapitre. Et puis j'espère aussi que vous vous portez bien. Bon courage pour le travail et je vous dis à bientôt.